Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes le député des Yvelines, député de La République En Marche et porte-parole à l'Assemblée du parti, disons, d'Emmanuel Macron, en tout cas aujourd'hui dirigé par Christophe Castaner. Et à cette heure-ci de la matinée, toujours pas de remaniement. Christophe Castaner est délégué général, le patron de votre parti. Il est secrétaire d'État. Il est secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Ça peut durer ? Il a déjà été dit que de toute façon, il ne resterait pas porte-parole du gouvernement. Mais peut-être après qu'il puisse rester secrétaire d'État en relation avec le Parlement, moi, j'y vois pas d'incompatibilité. Non, parce qu'on a toujours su d'où il parlait. Il était déjà membre fondateur de La République En Marche. Il appartenait à ce mouvement politique lorsqu'il était déjà secrétaire d'État en relation avec le Parlement il y a 3 jours. Donc parce qu'il serait devenu délégué général, d'un coup il deviendrait incompétent. Je pense que c'est une fausse polémique. Hier, il était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, comme les autres chefs de parti et président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsqu'il est sorti, il s'est exprimé sur le perron en tant que délégué général de La République En Marche, puisque c'est à ce titre qu'il était reçu par le président de la République, vous l'avez dit, comme l'ensemble des présidents des autres partis politiques. Alors, il était consulté sur plusieurs projets européens d'Emmanuel Macron, dont un qui est de créer un scrutin national. Aujourd'hui, les européennes, enfin les dernières européennes, il y avait 8 régions. L'objectif est de faire une liste nationale par parti. Non, pas par parti, parce que Christophe Castaner a dit « Seule la liste que nous constituerons, et je ne dis pas la liste La République En Marche, seule cette liste sera européenne ». Ça veut dire que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, dans l'esprit de Christophe Castaner, il faut élargir La République En Marche à d'autres partis. Je pense que la question européenne, elle est devenue un point de clivage essentiel, en tout cas extrêmement prégnant entre les différents partis politiques, et parfois elle traverse même les partis politiques. Ça se ressent à la fois dans ce qui reste du Parti socialiste ou même dans les débats internes que l'on voit au sein des Républicains. Donc si on a un certain nombre de personnalités qui ont envie à un moment de nous rejoindre sur la base du projet qui sera le nôtre et qui est très clair sur les questions européennes, ça l'avait été dit pendant les présidentielles, alors ils seront les bienvenus. On a toujours eu cette pratique-là au sein de La République En Marche. Si vous avez des socialistes, alors des constructifs, ils seront sûrement faciles à convaincre. On verra. Vous savez, on n'est pas dans une démarche de débauchage. On n'est pas dans une démarche de débauchage. Mais l'idée, c'est de ne pas faire une liste de La République En Marche. Il y aura une liste de La République En Marche. La question n'est pas aujourd'hui de savoir comment elle va être composée. Je ne peux pas vous dire qui sera à la première, à la deuxième ou à la 10e place. Non, pas les noms, mais les identités. Au fond, les identités politiques, puisque Christophe Castaner dit, d'ores et déjà, on sait que ce ne sera pas une liste La République En Marche. Encore une fois, la question, c'est sur quel projet. De la même manière, s'il y a un certain nombre de personnalités qui ont envie de nous rejoindre dès aujourd'hui, elles peuvent le faire, mais sur la base du projet qui est le nôtre et sur lequel on a été élu. Donc s'ils partagent ce projet, ils sont les bienvenus. Vous êtes favorable à la liste unique ? Je suis favorable à la liste unique. Je pense que c'est plus de clarté. Aujourd'hui, les très grandes eurorégions, je ne suis pas certaine que les Français, peut-être pour l'Île-de-France, mais au-delà, je ne suis pas sûre que les Français s'y retrouvent. On a l'impression d'avoir des parlementaires européens qui seraient plus ancrés, mais de fait... Oui, c'est ce que dit, par exemple, l'opposition, les Républicains. Le territoire est tellement large, comment envisager que tout l'ouest de la France, par exemple, soit couvert par quelques parlementaires? Mais ça ne les éloigne pas davantage du terrain, de la réalité, de la vie quotidienne. L'Europe est très éloignée de la vie quotidienne. Avoir un député élu sur une liste nationale, est-ce que ce n'est pas un danger? L'Europe n'est pas éloignée de la vie quotidienne, déjà parce qu'elle a un principe... Ce qu'on lui reproche. Elle a un principe qui est celui de la subsidiarité. Si les États savent faire mieux qu'elle, alors c'est aux États de le prendre en charge. C'est un principe qui a toujours existé au sein de l'Union européenne et elle vient aussi soutenir un certain nombre de projets. La difficulté, c'est souvent que finalement, notamment les régions ou les différentes collectivités locales qui pourraient avoir accès à des fonds européens ne les demandent pas. Donc on a plutôt ça à mettre en œuvre, c'est-à-dire comment on facilite cette demande pour aussi rapprocher de l'Union européenne. Parmi les projets d'Emmanuel Macron, il y a aussi la constitution de listes transnationales, c'est-à-dire prendre des députés d'autres pays de l'Europe, d'autres pays que la France, et d'en faire des députés représentant l'Europe en général. Favorable ? On a la question en fait des parlementaires qui étaient les parlementaires de la Grande-Bretagne qui de fait ne seront pas réélus. Et donc plutôt que de réduire le nombre des députés, ce qui se fait partout, vous dites on va en créer de nouveaux. Ce qui s'est passé souvent, c'est qu'il y avait une réallocation à la proportionnelle en fonction du poids démographique des États. Mais vous allez créer de nouveaux postes pour remplir des postes vacants. On ne va pas créer, du coup c'est juste que ces postes-là ne seront pas supprimés, on va pas en ajouter de nouveaux. Mais c'est pas utile de supprimer des postes de députés ? Au niveau de l'Union européenne, objectivement, on a peu de parlementaires européens quand on compare aux autres États, notamment la France, qu'on diminue le nombre de parlementaires en France. Non, ça, j'y suis pas favorable. Diminuer le nombre de parlementaires en France, mais après tout, les Britanniques sortent de l'Europe, ils sortent du Parlement européen, point.
Oui, mais si l'idée, c'est justement d'avoir des élections européennes, dire que justement, donc vous pensez qu'il faut créer des nouveaux postes? Ça crée quand même une identité à ces élections qui est plus importante. Si la question, c'est juste de faire un référendum à chaque fois interne sur la politique intérieure qui est menée, ou si la question, c'est quel est le projet européen qu'on a envie de voir porter. Si on a des listes, en effet, qui sont transnationales, enfin, une liste qui serait du coup transnationale et qui viserait à représenter l'ensemble des citoyens européens, c'est ça l'objectif du Parlement européen, c'est de représenter les citoyens européens. Je pense que ça peut y contribuer utilement. En l'état actuel de ce que l'on sait, de ce qui se passe en Allemagne, il risque de ne pas y avoir de gouvernement en Allemagne avant la fin de l'hiver, disons Pâques à peu près. Il restera un an avant les élections européennes, ça veut dire 18 mois, presque 2 ans perdus pour faire avancer l'Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron? Pour l'instant, il y a en effet un doute. De là à dire qu'il n'y aura pas de gouvernement avant la fin de l'hiver, on ne le sait pas aujourd'hui. S'il y a des élections, en tout cas, ce sera le cas. Il y a un espoir aussi que des coalitions puissent émerger. Je pense qu'ils y travaillent. Des coalitions? Il y a des coalitions au sein de l'Allemagne. Enfin, c'est en tout cas ce qui reste malgré tout envisagé. Est-ce que ça aboutira ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas élue en Allemagne. Je sais juste qu'on ne peut pas perdre 18 mois parce qu'on a des sujets qui sont essentiels. On a avancé sur la question des travailleurs détachés. On est en train de continuer à avancer sur la question de la sortie du glyphosate. Mais s'il n'y a pas l'Allemagne avec nous... Eh bien, il faudra trouver d'autres partenaires si on n'a pas l'Allemagne. Mais on a des sujets clés. C'est quand même une mauvaise nouvelle, non? C'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne en général, parce qu'elle ne peut pas se passer d'avoir un acteur aussi fort et important que celui de l'Allemagne. Cette liste élargie dont on parlait tout à l'heure, qui pourrait s'ouvrir à d'autres personnalités politiques françaises, est-ce qu'elle ne fait pas un peu penser à cette grande coalition allemande, au fond, cette grande coalition qui a gouverné l'Allemagne jusqu'à présent et qui est un échec parce que les extrêmes montent? Est-ce que c'est un échec sur les résultats qui ont été obtenus en Allemagne en termes de réduction du chômage, en termes de compétitivité de l'Allemagne? Je ne suis pas certaine. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 jours, tout le monde prenait... Est-ce que élargir de plus en plus une liste, par exemple, La République En Marche, essayer d'absorber des gens qui représentent d'autres lignes politiques, est-ce que ça n'est pas faire monter les extrêmes? Est-ce que ça n'est pas le danger des listes nationales? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un procès qui a inversé, qui est un peu étrange. C'était le même pendant la campagne présidentielle où on disait Emmanuel Macron, finalement, en accréditant la fin du clivage droite-gauche, fait monter l'extrême droite. Je pense qu'au contraire, si Emmanuel Macron n'avait pas été candidat, on avait un véritable risque que, justement, Marine Le Pen puisse gagner dans notre pays. Oui, j'en suis persuadée. Quand on regarde, honnêtement, les forces qui étaient en présence au moment de la campagne présidentielle, si Emmanuel Macron n'avait pas été... Les Républicains, Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen qui gagnait. Mais est-ce que déjà les Républicains auraient été en capacité d'être au second tour? Est-ce qu'on n'aurait pas eu le risque d'avoir un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui aurait pu dire qu'elle en serait... Il pense toujours qu'il lui manquait 600 000 voix. Il avait quand même quelqu'un devant lui, ça ne vous a pas échappé. Vous connaissez bien les Républicains. Non, mais c'est pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Ce n'est pas parce qu'Angela Merkel a réussi à faire une grande coalition dont tout le monde a salué les effets en matière économique, en matière d'emploi, matière politique, maintenant on peut s'interroger. Que les extrêmes sont montés. De la même manière en France, pas parce qu'Emmanuel Macron était candidat que Marine Le Pen a fait un bon score. C'est au contraire parce qu'ils les combattent. Aurore Bergé, vous allez voter la semaine prochaine pour le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a 2 nouvelles mesures dans ce PLFSS qui n'étaient pas annoncées par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Une qui est la hausse du complément du mode de garde monoparental, pour les familles monoparentales, et l'autre qui est la baisse du montant et des plafonds de ressources des prestations jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 3 ans. Et par exemple, le Figaro calcule ce matin que pour beaucoup de familles modestes, c'est une baisse qui peut aller jusqu'à 100 € par an des prestations familiales. Bonne idée. Vous allez voter ça? Moi, je vais le voter parce qu'on a fait un choix qui est de soutenir les plus fragiles. C'est ce qu'on fait quand on ceux-là qui vont perdre, hein? Non, parce que, par exemple, vous parliez justement de l'augmentation sur les frais de garde pour les familles monoparentales. Aujourd'hui, je vous parle des familles... Il faut savoir aussi comment on le finance. Il faut savoir aussi comment on le finance et il faut faire des choix. Et moi, j'assume ce choix-là, qui est de dire qu'aujourd'hui, on a une famille monoparentale sur 3 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour les aider, il faut prendre l'argent sur les familles un peu moins modestes, c'est ça? Une famille monoparentale sur 3 sous le seuil de pauvreté, c'est autant d'enfants qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Hier, c'était les Journées internationales des droits de l'enfant. Tout le monde s'en émeut. Maintenant, il faut trouver des solutions pour faire en sorte de sortir ces familles de la pauvreté. Ces solutions, on les trouve dans la poche des ménages un peu moins modestes. Sortir les familles de la pauvreté, et notamment monoparentales, c'est leur donner les moyens de faire garder leurs enfants pour qu'elles puissent retrouver un emploi, qu'elles puissent postuler. On sait que c'est le premier frein à la reprise d'activité. Donc oui, il faut pouvoir le financer et il faut qu'on puisse en effet contribuer à ce financement. Donc moi, je trouve que c'est une mesure qui est une mesure de justice, d'autant
plus que les familles modestes, elles vont pouvoir bénéficier de la suppression, par exemple, de la taxe d'habitation, parce que clairement, elles vont pouvoir mais dans la politique familiale, l'idée de prendre à des ménages modestes pour donner des ménages encore plus modestes. Est-ce que c'est une bonne idée? Ce n'est pas des ménages modestes qui seront touchés par le plafonnement de la PAJE. Au-delà de 30 000 euros de revenus par an? Ce n'est pas les ménages les plus modestes qui seront touchés par ce système-là. Encore une fois, on fait des choix. La politique et notamment la traduction dans les choix budgétaires, c'est en effet des choix politiques. Et le choix politique, c'est d'aider celles et ceux qui en ont les plus besoin. Et au sein de la politique familiale, ceux qui en ont le plus besoin, c'est les personnes les plus âgées qui touchent le minimum vieillesse et c'est les familles monoparentales. Peut-être on verra si ça provoque un débat. En tout cas, on observera ça la semaine prochaine. Merci, Aurore Berger. Merci à vous.